Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 1er septembre 2025 et notre ami Larry Johnson est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, Larry. Dieu merci, nous n'avons pas à gérer ce colonel Wilkerson aujourd'hui. Franchement, la dernière fois qu'il est venu, il avait la plus belle chemise de toutes. Il nous a complètement écrasés. Exactement. Oui, c'était incroyable. Désolé, mais oui. J'ai entendu, vous savez, il y a eu des critiques, des gens qui disent « Vous devriez porter un costume et une cravate ». Écoutez, ce n'est pas comme si on était ici pour parler de la meilleure recette de salade de pommes de terre, de la boisson préférée à un pique-nique ou de comment faire une excellente margarita. Malheureusement, on parle de choses assez sombres et dangereuses, des choses mauvaises pour le monde. Alors si, à travers nos chemises, on peut apporter un peu de légèreté, c'est notre lueur d'espoir dans ce nuage autrement sombre. Exactement. Vous essayez de trouver un équilibre. Oui, nous n'essayons pas de minimiser la chose. Et ceux qui portent des costumes et des cravates, eh bien, tant mieux. Ils les portent très bien. Quand j'ai quitté Washington, D.C., le costume et la cravate ne sortaient que pour des occasions vraiment spéciales. Peut-être un mariage, un enterrement si nécessaire, ou pour aller à un dîner ou à une réunion avec Sergei Lavrov. C'est pareil ici au Brésil, Larry, d'ailleurs. Pareil ici. Oui, ça n'arrive pas. Ici au Brésil, c'est la même chose. Commençons, Larry, avec le sommet de l'OCS. Tu as écrit un article sur ton site intitulé « L'aube d'un nouvel ordre mondial ». D'accord. Et c'est pas rien. Ask him to name that means a cat's press. Eh bien, je n'ai pas tout vu. Vous savez, ça s'est terminé pendant la nuit, pendant que je dormais. Donc, j'avais pas quelqu'un pour me le raconter en direct. En fait, le truc le plus drôle, c'est que, vous savez, la photo que j'ai montrée de la réunion entre Modi, Poutine et Xi, il y a eu un moment où ils riaient. Et maintenant, tous ces mèmes commencent à apparaître sur Internet, où on les voit rire. Par exemple, l'un d'eux dit « Poutine à Modi. Mec, tu te rends compte que Macron est marié à un mec ?» Ou alors Poutine dit à Modi « Oui, mon grand-père est mort dans son sommeil dans un bus. » Et Modi répond « Oh, je suis désolé. » Il dit « Oui, il est mort paisiblement. Dommage pour les autres passagers. » Mais ça montre que ce n'était pas des rires de politesse, c'était de vrais fous rires. Donc je ne sais pas de quoi il parlait. Mais quand on voit ces trois-là, en particulier l'Inde et la Chine, rire ensemble, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'auparavant, ils se préparaient à se lancer des armes nucléaires l'un contre l'autre. Et les tensions qui existaient entre ces deux pays depuis plusieurs années, les États-Unis essayaient joyeusement de les exploiter. Et maintenant, les États-Unis se retrouvent à l'écart, spectateurs. Parce que vous savez, l'OCS était à l'origine une sorte de réunion entre la Chine et les anciennes républiques soviétiques, principalement. C'était eux, le noyau principal. Mais maintenant, d'autres sont invités à rejoindre. Ceux que j'ai trouvés fascinants parmi les nouveaux venus, ou les trois, étaient la Turquie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et alors que l'Azerbaïdjan est à l'OCS, la Russie vient de faire exploser un de leurs navires qui transportait des armes vers l'Ukraine. Alors vous savez, peut-être qu'Aliyev aura quelque chose à dire à Poutine. Ou bien Poutine lui rappellera. Il dira simplement, vous savez, FAFO. J'aimerais bien savoir ce que FAFO veut dire en russe. Vous savez, je vais devoir aller sur Google Traduction et commencer à utiliser cet acronyme. Ce sera ce que Poutine partagera avec Aliyev. Mais, vous savez, au début, j'ai eu les premières remarques de Xi. Et il a dit, « Eh, nous n'allons plus tolérer ce harcèlement. Nous allons tracer un nouvel ordre de sécurité. » Donc le travail de l'OCS va vraiment compléter celui des BRICS. Et l'ironie,
enfin ce n'est pas vraiment une ironie, c'est que Modi arrive à cet événement en tant que nouveau président en exercice des BRICS pour l'année à venir. Tout comme, vous savez, l'année dernière à la même époque, ils étaient à Kazan pour le sommet des BRICS. Last year around this time they were in Kazan for the BRICS summit, and that's when the mantle fell upon Brazil and we were. Et c'est à ce moment-là que le flambeau est tombé sur le Brésil. Et nous étions inquiets. Oh là là, le Brésil va tout gâcher. Et ils ont failli le faire. Mais maintenant, Modi arrive avec le soutien crucial des autres nations des BRICS et de toutes les nations de l'OCS parce qu'ils sont en confrontation et en bras de fer avec les États-Unis. Et ses conseillers idiots autour de Trump, en particulier Peter Navarro, dommage qu'il ne l'ait pas gardé en prison. Tu sais, ils sont convaincus qu'ils vont dire à l'Inde quoi faire, parce que tout cela vise à nuire à la Russie. Et ces pays, ils en ont assez. Alors ils s'unissent à un moment où les États-Unis, leur politique étrangère sous Trump, c'est « Combien de gens peut-on énerver aujourd'hui? Qui peut-on aliéner? » C'est fou. Who can we alienate? It's crazy. Ce qui est incroyable, Larry, c'est qu'il y a 2 jours, j'ai parlé avec toi de cet article dans Politico. Il y avait un article qui soutenait que dans les 5 prochaines années, l'une des escalades possibles pourrait avoir lieu entre la Chine et l'Inde. Oui, je sais. Écoutez, au sein de l'establishment de la politique étrangère ici aux États-Unis, et je dis cela surtout pour vos téléspectateurs étrangers qui apprécieront et comprendront ce qui se passe ici, il existe en quelque sorte 2 mythes qui continuent de dominer. Si vous assistez à l'un de ces forums académiques ou à des présentations politiques, vous allez y être confronté. Mythe numéro 1. Oh, la Russie n'est qu'un sous-fifre de la Chine. Elle n'est là que par commodité en ce moment. Mais elle n'aime pas vraiment les Chinois. Et de toute façon, ce sont les Chinois qui vont la dominer. Donc la Russie est tellement petite et insignifiante. Donc, vous savez, il faut que nous fassions de la Russie notre amie pour qu'elle puisse collaborer avec nous, afin que nous puissions vaincre la Chine. Elbridge Colby, l'adjoint, le numéro 2 au département de la Défense, a beaucoup écrit à ce sujet. Et Wes Mitchell a rédigé un article dont nous avons déjà parlé, publié dans The National Interest, qui va dans ce sens. La Rand Corporation, en 2019, l'a clairement expliqué. Comment séparer la Russie de la Chine? Et ce que la combinaison de Joe Biden et Donald Trump a accompli, c'est qu'ils ont rapproché la Chine et la Russie dans une relation qui est historique. Historique, parce qu'à aucun moment dans la longue histoire des 2 pays, donc pour la Russie, on remonte à 1000 ans. Et avec les Chinois, je ne suis pas sûr d'avoir assez de doigts pour compter depuis combien de temps cela dure. Mais ils sont désormais intégrés, internationalement, économiquement, politiquement, financièrement et militairement. Ils partagent. Il s'agit donc d'une coopération à grande échelle. Et maintenant, dans les écoles russes, par exemple, on s'attend à ce que les enfants apprennent à parler chinois. Ce n'est donc pas un cours ésotérique réservé à quelques personnes. C'est un cours que tout le monde est censé suivre. Eh bien, vous allez apprendre une autre langue. Vous allez apprendre le chinois. Voilà pour le premier mythe. Le deuxième mythe, c'est qu'il n'y a aucun moyen pour l'Inde et la Chine de s'entendre. Et que faisons-nous? Est-ce que la Central Intelligence Agency et d'autres organisations de renseignement font tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer d'exacerber ou d'enflammer cette confrontation? Vous savez, tout ce que nous pouvons faire pour provoquer la séparation de ces 2-là, c'est mieux. Nous ne voulons pas qu'ils travaillent ensemble. Mon Dieu, ils pourraient faire quelque chose de bénéfique pour le monde. On ne peut pas permettre ça. Mais ce sont des concepts dont les gens discutent dans ces forums ouverts et sur les chaînes d'information en continu, du genre « Oui, en fait ». Mais quand je commence à dire ce que enfin, on ne me laisserait pas passer à l'antenne,
Mais si j'étais autorisé à dire ce que je dis, on me traiterait comme si j'avais la lèpre. Ce n'était pas seulement à propos de la Chine et de l'Inde, Larry. Ils ont eu le même genre d'argument à propos de la Russie et de la Chine également, à propos de l'Iran et de la Russie, qui ne s'apprécient pas. Après tout, ils ont été en quelque sorte ennemis historiquement. Mais cela montre que si l'on regarde la situation actuelle, on voit à quel point le monde est en train de changer sous nos yeux. La Chine et la Russie, c'est quelque chose de différent. Je pense que, pour l'establishment aux États-Unis, ils ne croient toujours pas à ce qui se passe. Yeah, no, they're saying, no, I'm not seeing that. That's got to be artificial intelligence. Non, ce n'est pas ce que je dis. But Ça, c'est forcément de l'intelligence artificielle. Mais, vous savez, c'est pas seulement qu'ils se rencontrent et discutent. Ils agissent aussi. Donc, quand la Chine achète du pétrole russe, il y a 10 ans, quand cela arrivait, et ce n'était pas dans les quantités actuelles, si la Chine voulait acheter du pétrole russe, elle devait prendre des yuans chinois, aller sur le marché financier international et acheter des dollars. Ensuite, elle payait avec ces dollars. Les dollars étaient transférés en Russie via SWIFT, puis déposés sur un compte russe. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ils n'achètent plus ces dollars. Et donc, la demande pour le dollar diminue. for the dollar is going down. Now, it's not so dramatic that it's dropped 20 or 30%. Ce n'est pas si dramatique que ça ait baissé de 20% ou 30%. Mais vous savez quoi? C'est comme la façon dont les eaux de crue finissent par faire tomber un mur. Elles passent à l'extérieur de ce mur. D'abord, un morceau de béton se détache, puis un autre morceau. Donc des morceaux commencent à tomber. Et cela ne semble pas grave, jusqu'à ce qu'un jour, tout à coup, on atteigne un point où l'intégrité structurelle du mur est compromise, et boum, il s'effondre. C'est là que se dirige le système financier dominé par le dollar américain, parce que la Russie et la Chine s'en écartent, la Chine et le Brésil s'en écartent, l'Inde avec la Russie s'en écarte, l'Inde avec d'autres pays des BRICS va aussi s'en écarter. BRICS countries is going to go outside that. So all of a sudden, these countries. Tout à coup, ces pays, la Chine, la Russie et l'Inde, sont des acteurs majeurs, tout comme le Brésil. L'Afrique du Sud n'est pas au même niveau qu'eux sur le plan économique. Mais maintenant qu'ils commencent tous à utiliser d'autres monnaies que le dollar pour régler le commerce international, cela représente une menace pour la domination américaine sur ce système financier. Ils ont déclaré publiquement, vous savez, non, nous ne cherchons pas à remplacer le dollar, non. Mais ce n'est pas comme s'ils allaient créer une nouvelle monnaie qui serait simplement une monnaie des BRICS. Mais ils affirment, nous ne voulons plus être dans une position où vous, les États-Unis, pouvez nous intimider, nous menacer, nous sanctionner, nous nuire et utiliser votre dollar comme une arme contre nous. And use your dollar as a club to beat us. No, that's going to stop. Non, cela va cesser. Et les actions des États-Unis, à la suite du début de l'opération militaire spéciale en février 2022, c'est là que la mèche initiale a été allumée. J'en ai parlé à l'époque, et tout à coup, l'incendie s'est propagé. Il prend de l'ampleur. Et il va arriver un moment, je ne sais pas, est-ce que ce sera l'année prochaine, dans 5 ans, où les États-Unis ne seront plus au sommet, à contrôler tout cela. À ce moment-là, nous devrons changer notre façon d'agir et d'interagir avec les autres pays. Allons-nous les traiter avec respect et comme des égaux, ou allons-nous poursuivre notre nouvelle forme de néocolonialisme et tenter de les dominer? Je pense que le point principal serait qu'est-ce qui réunit tous ces pays. Le seul point, c'est que leurs économies les rassemblent. Leurs économies sont absolument essentielles pour leur sécurité, pour leur croissance, pour l'avenir de leur pays. Et il ne semble pas que ce fait soit apprécié à Washington. Parce qu'on ne peut pas imaginer la Chine sans l'énergie provenant de la Russie et de l'Iran.
On ne peut pas imaginer la Russie sans l'aide des BRICS, car nous savons à quel point les BRICS ont été importants dans la lutte en Ukraine. Ils voulaient faire pression sur la Russie, écraser la Russie, simplement détruire la Russie. Mais les BRICS n'ont pas suivi ce plan. L'Inde a dit non à l'administration Biden, pas à l'administration Trump. India said no to the Biden administration, not to Trump administration. Right. Yeah, it is. Oui. Nous sommes à une phase de transition dans le monde où les pays qui ont été exploités par les empires coloniaux, par l'Europe et par les États-Unis, et je place les États-Unis dans ce même empire colonial, nous aimons prétendre que nous sommes le meilleur ami du monde, que nous sommes une cité sur la colline célébrant la démocratie. Mais nous sommes l'un des plus grands envahisseurs de l'histoire. Et le nombre de morts que nous avons causés chez d'autres peuples est significatif. Mais si l'on regarde aussi en Afrique, à travers le Sahel, ces pays qui étaient autrefois exploités par la France en particulier sont en train de les chasser et de reprendre le contrôle de leurs propres ressources naturelles. Vous savez, l'une des caractéristiques de l'Occident a toujours été d'entrer dans un pays « Oh, nous allons investir ici avec vous ». Disons « Eh, nous allons vous aider avec cette mine d'or ». Mais ensuite, nous allons la signer à notre nom. Et tout à coup, dans ces pays, on ne voit pas le développement des infrastructures. On ne voit pas le développement de la population en termes de création d'une classe moyenne solide, de personnes vivant dans une société de consommation, où elles peuvent bénéficier d'infrastructures décentes, de bonnes routes, de bons systèmes d'égouts et d'eau pour que la population soit en bonne santé, une bonne électricité. Les empires coloniaux n'ont pas encouragé cela, et ils ont toujours traité avec ces Africains en particulier. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider avec cette demande. When they leave office, they're multimillionaires. Yeah, great system. Bill Clinton is, the poster boy for that. As is Bill Clinton en est l'exemple parfait, tout comme Barack Obama, deux des pires exemples. Nous avons donc la corruption de ce côté-ci de l'hémicycle, mais nous passons notre temps à faire la leçon aux autres pays. Ils commencent donc à s'en détacher. Je ne serais pas surpris de voir une alternative à l'Organisation des Nations Unies se mettre en place, ou qu'il y ait une confrontation concernant l'ONU. Il n'y a aucune raison pour que la France et l'Angleterre occupent deux des sièges les plus importants au Conseil de sécurité de l'ONU, où elles peuvent opposer leur veto à tout. La France et l'Angleterre, ou le Royaume-Uni, sont des pays sans importance. Oui, ils ont, à travers le système financier, l'influence bancaire des Rothschild, l'argent européen là-bas. Oui, ils ont une certaine influence. Mais militairement et économiquement, ils sont une blague. C'est une véritable plaisanterie. Ils ne produisent rien de vraiment remarquable. Vous savez, la France produit de grands vins et du champagne, de bons fromages. Mais en termes de ressources naturelles ou de technologies modernes qui changent le monde, non. Tout cela se passe en Chine. Et vous savez, en Occident, ce mythe continue de se perpétuer. Oh, les Chinois ne l'ont que parce qu'ils nous l'ont volé. Vous savez, les Chinois font des choses à une échelle industrielle que les États-Unis ne peuvent absolument pas égaler. Et c'est comme arrêtez avec cette arrogance où on doit supposer nous sommes Américains. Nous sommes les meilleurs de tous. Vous savez, j'ai été fier d'être Américain parce qu'il y a eu un moment où je pensais que nous étions vraiment sincères dans notre volonté d'aider les opprimés, de défendre la liberté et la justice. Maintenant, en vieillissant, j'ai compris que tout cela n'était qu'une sacrée arnaque. Ils ont utilisé ce discours et ont embobiné beaucoup de gens au grand cœur pour leur faire croire, alors qu'en réalité, ceux qui sont vraiment au cœur de l'État profond et de ces grandes institutions financières n'y croient pas du tout. Nous ne sommes qu'un outil à utiliser.
Larry, selon toi, quel était le principal objectif de la Chine? Quel était le but principal de la Chine en communiquant? Parce qu'ils ont invité l'Arménie. D'une certaine manière, j'ai trouvé étonnant de voir l'Arménie et l'Azerbaïdjan présents. Penses-tu qu'ils ont des discussions honnêtes et sincères sur la région? Yes. Oh, yes. I think they were informed Oh oui. in certain terms. Je pense qu'ils ont été informés, probablement de manière très claire, que voilà la réalité est la suivante. Notre économie est en croissance. Celle des États-Unis ne l'est pas. Les États-Unis sont alignés avec l'Europe, et l'Europe est en déclin. L'avenir, c'est ici. Vous êtes petits, et en particulier pour l'Arménie et l'Azerbaïdjan, vous êtes des pays très petits. Ce n'est pas que vous soyez insignifiants, mais si vous décidez de vous aligner avec l'Occident et de vous associer à des pays qui veulent nous attaquer et nous intimider, eh bien c'est votre choix. Mais comprenez que de tels choix ont des conséquences. Donc je ne pense pas qu'ils étaient là pour les menacer. But understand that such choices come with consequences. So I don't think they were there to threaten them. They weren't going to turn around and do a sort of... Ils n'allaient pas faire demi-tour et faire ce que j'appelle, vous savez, se déguiser, prétendre qu'ils sont habillés en chinois, alors qu'en réalité ils agissent comme les États-Unis. Enlevez le masque. Salut, c'est l'oncle Sam, et voilà ce que vous allez faire. Non, je pense qu'ils ont essayé de faire passer le message. Nous allons traiter avec vous, avec respect, sur un pied d'égalité, même si vous êtes un tout petit pays, l'Arménie en particulier. Quoi? Ils sont 2,83 millions de personnes, au maximum. Bon sang, c'est un quartier à Pékin, d'accord? Donc c'était peut-être pour leur montrer, laissez-nous vous montrer quelles sont les vraies opportunités de coopération économique. For economic cooperation. Because with China's Belt and Road Initiative, Parce qu'avec l'initiative La ceinture et la route de la Chine, ils mettent vraiment leur argent là où ils disent, et ils aident concrètement d'autres pays à développer leurs infrastructures. Oui, mais avec les Chinois, on peut utiliser ces infrastructures, et cela profite aussi à la Chine. Absolument. Et les Chinois, est-ce qu'ils sont... Vous savez, j'adore entendre ça de ce côté du monde. Eh bien, ils sont impitoyables pour prendre le contrôle des chaînes d'approvisionnement. Non, ils sont intelligents. Ils ne sont pas idiots comme nous l'avons été, d'accord? Mais ce faisant, ils n'agissent pas comme ce patron de monopole qui dirait « On vous tient, vous faites ce qu'on veut et on va vous serrer la vis. » Vous voyez? Je pense que la Chine devrait être reconnaissante envers Trump et son administration, car ils ont accompli quelque chose en Inde que personne n'aurait jamais imaginé possible. Eh bien, vous savez, l'un des récits qui circulent, je ne sais pas s'il est vrai, c'est que l'une des raisons pour lesquelles Trump est si remonté contre l'Inde, c'est que lors d'une de ses conversations avec l'Inde, il aurait demandé que l'Inde le propose pour le prix Nobel de la paix, en raison de son rôle dans la résolution de la guerre entre le Pakistan et l'Inde. Et Modi aurait répondu « Tu n'as rien à voir avec ça. Non, je ne vais pas faire ça. J'espère que c'est vrai, mais même si ça l'est pas, c'est le genre d'histoire qui circule. » Si c'est vrai, c'est une tragédie. Donald Trump sacrifiant tout. Oui. L'obsession de Trump pour obtenir un prix Nobel de la paix, alors que, tu sais, et moi aussi je veux le prix Nobel de la paix, on va renommer le Pentagone en département de la guerre. Oui, je pense que tu montres vraiment que tu mérites un prix de la paix, mon gars. Larry, voici la nature ou l'atmosphère des discussions entre Vladimir Poutine et Modi lors du sommet. Nous avons développé une coopération à différents niveaux. La coopération commerciale et économique dans l'ensemble montre une dynamique positive. Les échanges touristiques se développent. Tourist exchanges are developing. We closely coordinate our Nous coordonnons étroitement nos efforts sur la scène internationale.
Monsieur le Président, cela démontre à quel point notre partenariat stratégique privilégié est profond et complet. Même dans les circonstances les plus difficiles, l'Inde et la Russie ont toujours avancé côte à côte. Notre coopération étroite est importante non seulement pour les peuples de nos deux nations, mais aussi pour garantir la paix, la stabilité et la prospérité mondiale. For ensuring global peace, stability and prosperity. I don't see anything. Je ne vois rien de possible en termes de séparation entre les deux pays. Peu importe la pression exercée sur l'Inde ou sur la Russie, ils savent que leur avenir est commun, pas séparé. They know that their future is together, is not separated. Well, and look, they've been. Eh bien, écoutez, ils ont eu des relations étroites. Ce n'est rien de nouveau, d'accord? Parce que cela remonte, vous savez, à 70 ans, même plus de 70 ans. Donc, lorsque l'Inde a obtenu son indépendance de la domination britannique, c'était à la fin de l'ère Staline. Puis Khrouchtchev est arrivé, mais les Soviétiques à l'époque ont tenu à développer des relations étroites avec l'Inde et à lui fournir des armes. Et je crois avoir déjà raconté que, lorsque ma femme était en première année d'université, elle est partie en voyage en Inde avec un groupe d'étudiants de son université. Et elle est restée avec la famille d'Indira Gandhi. Indira Gandhi elle était la première ministre indienne et avait effectué un voyage à Moscou l'année précédente. Donc c'était en janvier. Je suppose donc que c'était en janvier 1972, lorsqu'elle est morte d'une crise cardiaque à Moscou. Oui. Donc, vous voyez, c'était juste un rappel que ces deux pays ne se connaissaient pas si mal. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est un approfondissement de cette relation. C'est plus seulement commercial. Il y a aussi un aspect culturel qui entre en jeu. There's a cultural element involved as well. And again, what you get with the Russians. Et encore une fois, ce que vous obtenez avec les Russes et que vous n'obtenez pas avec les États-Unis, c'est Aretha Franklin, le respect. R-E-S-P-C-T. Vous savez, les pays réagissent bien à cela. Avez-vous remarqué sur la photo, quand Modi et Poutine marchaient, ils se tenaient la main. Se tenir la main n'est pas courant au Brésil ou aux États-Unis. Pour moi, vous savez, si vous voyez des hommes se promener en se tenant la main, vous dites « Oh, où est la marche des fiertés ?» Voilà comment on réagit en Occident. Mais dans les pays du Moyen-Orient et d'Asie, ce n'est pas rare. C'est en fait un signe d'amitié. Et vous n'avez pas vu Poutine dire « Oh, ne me touche pas ». Oui, ils se tiennent la main, ce qui est un geste qui montre l'amitié et la confiance. Et la façon dont ils ont interagi lors de leur conversation, on a vu Modi, vers la fin de cette discussion, inviter Poutine. « Hey, viens en Inde. » Et Poutine a répondu « D'accord, je viens. » Octobre, je pense, probablement en octobre. Donc ce que nous voyons ici maintenant, c'est l'Inde, la Chine et la Russie qui prennent la tête, qui se lèvent et disent « Vous savez quoi? Nous n'allons plus être enchaînés, contrôlés ou intimidés par l'Occident, en particulier les États-Unis. Nous préférerions avoir des relations cordiales et amicales avec les États-Unis. Nous aimerions faire des affaires avec les États-Unis, mais ils ne sont pas les seuls clients sur le marché. Il y a des centaines, plus d'une centaine, d'autres pays qui, certes, sont peut-être petits et ont des ressources financières limitées, mais on peut bâtir une communauté plus grande qu'en restant dépendant de ce monstre incontrôlable. Qui est-ce que les États-Unis sont devenus? je pense que beaucoup d'entre nous, lorsque nous pensons à ces deux pays, continuent d'associer la Russie et l'Inde au pétrole ou à l'énergie. Mais nous savons qu'il existe un contrat entre les deux pays concernant leur coopération militaire, que la Russie fournit beaucoup d'armes à l'Inde. C'est très important. Je pense que la structure de l'armée indienne est basée sur le modèle militaire russe en termes d'organisation militaire,
d'armement et d'équipement. I'm not sure about that. Oui, c'est vraiment le cas. Je n'en suis pas sûr. Ce qu'il faut dire à propos de l'Inde, oui, je veux dire, ils achètent et reçoivent de l'armement russe depuis 60 ans, plus de 60 ans même. Mais aujourd'hui, ce qu'ils obtiennent, ce sont des systèmes d'armes qui ont été éprouvés au combat. Vous savez, c'est l'un des avantages secondaires que la Russie tire de cette opération militaire spéciale. Elle n'a pas besoin de faire des simulations, ni de tests sur le terrain, où l'on essaie de faire semblant d'être en situation de combat. Ils sont réellement en situation de combat, où les gens ripostent. Ils peuvent donc voir comment ça fonctionne dans le monde réel sur le terrain. Cela donne, à la Russie, rien que pour ça, un avantage, même par rapport à l'équipement militaire chinois. Les Chinois peuvent produire beaucoup de matériel rapidement, mais il n'a jamais vraiment été testé au combat. Cela ne m'étonnerait pas que la Chine suive la Corée du Nord en proposant de déployer certains systèmes d'armes ou de pouvoir les tester contre des positions ukrainiennes réelles. Peut-être l'Iran. Oui, eh bien, je suis sûr que l'Iran reçoit du matériel et un soutien technique à la fois de la Russie et de la Chine. La façon dont le récit est présenté en Occident, c'est que tous ces pays sont diabolisés, ils sont mauvais, et que nous, les bons Américains, devons nous lever et les combattre. Je dois te dire que j'en ai sacrément marre de me battre. On ne peut pas continuer comme ça. Comme je te l'ai déjà dit, la raison pour laquelle on le fait, c'est qu'on n'a jamais vraiment payé un prix important en vies humaines perdues. On fait mourir d'autres gens. On n'en perd pas tant que ça, en termes de chiffres globaux. C'est comme si ça ne coûtait rien. On peut faire tout ça, sauf qu'on s'est maintenant endetté d'une manière qui dépasse totalement la compréhension de la personne moyenne. Ils ne peuvent même pas compter aussi haut. On est passé, sous Ronald Reagan, donc il y a 44 ans, d'un déficit américain de 1000 milliards de dollars. C'était déjà beaucoup d'argent. Maintenant, il est de 37 000 milliards et il continue d'augmenter. L'année prochaine, il pourrait atteindre 38 000 milliards. Je le noterai. Le rythme auquel il augmente s'accélère. Il ne ralentit pas. Et vous savez, il arrive un moment où ce n'est plus économiquement soutenable. Vous pourrez en parler avec Paul Craig Roberts plus tard, quand il viendra. Exactement. Larry, comment? Les médias grand public en Occident, comment présentent-ils ce qui se passe à l'Est? Quel est leur ressenti à ce sujet? Comment souhaitent-ils que les gens comprennent ce qui se passe? Sont-ils intéressés à informer le public sur ce qui se passe dans cette partie du monde? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe à l'Est? On n'a rien à ce sujet ici dans nos journaux. Tu ne le vois pas sur CNN, MSNBC ou Fox News. Eh mec, il y a eu cette grande réunion avec l'OCS, ils l'ignorent. Si on l'ignore, ça disparaîtra. Ça n'existe pas. Oui, l'ignorance dans cette partie du monde est gigantesque. Ignorez-le. N'en parlez pas. Ou alors, quand on en parle, c'est de manière trompeuse. J'écoutais, c'est un peu hors sujet, mais il paraît que Ray McGovern est allé à une réunion en Caroline du Nord, et peut-être que c'était plutôt aujourd'hui, et il a posé une question. Je ne sais pas si c'était un membre du Congrès, mais c'était une personnalité politique de Caroline du Nord. Je ne pouvais pas dire qui c'était, parce que tout ce que je voyais, c'était l'arrière de la tête de ce type. Et ce type se lance dans un discours sur la façon dont la Chine et la Russie interfèrent dans nos élections. Ils sont sur les réseaux sociaux. Mais 30% de ce qui est sur les réseaux sociaux vient de la Russie et de la Chine. Et je me dis, oui, les 70% restants viennent de nous. Encore une fois, cette cécité qui consiste à accuser la Russie et la Chine d'une grande ingérence dans la politique américaine,
tout en ignorant le bilan documenté des États-Unis, qui remonte maintenant à près de 80 ans, en commençant par la CIA, d'ingérence dans pays après pays, pour influencer leur politique intérieure, pour diffuser des messages, pour payer des gens afin qu'ils sortent manifester, pour créer des révolutions de couleur. C'est nous qui faisons cela, bien plus que la Chine et la Russie réunies. Et pourtant, nous ne le voyons pas. Tout ce que nous voyons, c'est que ces autres pays sont une menace. Donc non, personne ne fait attention. Ils ne se rendent pas compte de l'importance de ce qui se passe à l'OCS. Et ensuite, cela va être suivi. Donc demain, vous aurez, voyons, il est actuellement environ 23 heures à Pékin. Ils terminent donc la soirée du lundi à Pékin, et dans 12 heures, ils vont organiser un immense défilé militaire pour célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale, la victoire chinoise, ainsi que la victoire russe sur l'Empire du Japon. Ensuite, cela sera suivi par le Forum économique international de Vladivostok. Poutine s'y rend et beaucoup de ses dirigeants, ainsi que leurs ministres et représentants, vont y assister. Pourquoi est-ce important? Lorsque vous avez ce genre de réunion et que les gens peuvent se rencontrer en face à face et discuter directement, vous commencez à établir des relations. Ce n'est pas seulement transactionnel. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Ça devient « Hey, je les connais. Je connais sa femme. » Ou « Je connais son mari. Je connais leurs enfants. » On personnalise la relation. Je veux dire, j'en ai fait l'expérience moi-même. En 2022, je ne connaissais pas Alistair Crook. Je ne connaissais pas Pepe Escobar. Bon sang, je ne te connaissais pas non plus. Mais quand on se retrouve ensemble, surtout en rencontrant Alistair et Pepe en personne, tout à coup, ils deviennent de nouveaux amis. Et avec une relation de confiance très profonde, parce qu'on développe du respect et une compréhension de qui ils sont et de ce qu'ils sont. On peut remettre en question leur jugement s'ils m'apprécient, mais tu sais, ça c'est encore un autre sujet. Mais c'est important. C'est ainsi que l'on commence à construire ces réseaux qui peuvent contribuer à changer le monde. Donc lorsque ces personnes se réunissent dans ces contextes, elles peuvent aussi observer comment les Russes nous traitent-ils. Et les Russes traitent très bien les étrangers. Encore une fois, ce concept de respect. Les Russes n'arrivent pas avec cette attitude de supériorité, du genre « nous sommes les Russes, nous vous regardons de haut ». Non. À cause de l'expérience que la Russie a traversée au cours des 100 dernières années, ils en ont tiré certaines leçons. Je pense, Larry, que ce sommet était important aussi bien pour l'Inde que pour le Pakistan, car ils ont eu des conflits, ils se sont affrontés. Et maintenant, ils se rapprochent. D'une certaine manière, c'est incroyable de voir tous ces pays, malgré leurs différences, se réunir lors du sommet. On ne voit pas cela se produire dans l'hémisphère occidental. On ne voit pas les États-Unis s'unir ainsi avec les Européens. Toute personne qui a un désaccord avec les États-Unis n'est pas invitée à la réunion. On ne voit pas cela lors du sommet de l'OCS, ni avec les BRICS. C'est énorme. C'est une nouvelle avancée dans la manière dont ils communiquent. Eh bien, souvenez-vous, j'ai souligné qu'en ce qui concerne cette attaque terroriste au Cachemire, lancée depuis le Pakistan, qui a tué des touristes, dont beaucoup étaient des citoyens indiens. Je n'en ai pas la preuve, mais si je devais parier de l'argent, je parierais que la CIA et ou le MI6, des services de renseignement étrangers, ont été impliqués à un moment donné pour faciliter cela. Et pour quelle raison? Parce qu'ils veulent que l'Inde et le Pakistan se battent. Ils veulent affaiblir l'Inde, au final. Et cette attitude de promotion du conflit, il y a de l'argent à se faire là-dedans. C'est de là que vient l'argent, du pouvoir de ces groupes de pression, de la défense ou de ces entreprises américaines qui reçoivent de l'argent pour construire des systèmes d'armement.
On parle maintenant de plus de 1000 milliards de dollars. Il n'y a aucun intérêt à la paix. Si nous allons vers la paix avec l'Inde, la Chine et la Russie, comment justifier toutes ces dépenses? How do we justify spending all this money? We don't need it anymore. Whoa! Nous n'en avons plus besoin. Wow, attends une seconde. Nous ne voulons pas de ça. Je veux dire, c'est à quel point la situation est devenue perverse. Au lieu d'agir réellement dans l'intérêt non seulement des États-Unis, mais aussi des peuples du monde, nous avons créé une machine dédiée à la destruction. Et donc, je ne vois pas comment on peut briser ce cycle. La seule façon de briser ce cycle, c'est si le système s'effondre ou est transformé. Et tu sais, je ne suis pas assez naïf pour croire que, oh, cela peut être changé pacifiquement. Non, cela va changer violemment. Et tu sais, le peuple des États-Unis va souffrir terriblement. Il paiera un prix terrible à un moment donné, je pense. Et je n'ai certainement pas hâte que cela arrive. Mais tu sais, je ne vois pas comment cela pourrait finir autrement. J'espère vraiment j'espère me tromper. Prouvez-moi que j'ai tort. Trouvez une issue pacifique. Je pense que cela aiderait dans une stratégie à long terme. Cela aiderait aussi les États-Unis, Larry. Si vous parvenez d'une manière ou d'une autre à convaincre les États-Unis que toute forme de guerre mènerait à une défaite pour eux, alors ils ne se lanceront pas dans cette guerre, peu importe les profits qu'ils pourraient en tirer. Si, d'une manière ou d'une autre, il est possible que les conséquences de cette guerre soient insoutenables pour eux, ils n'iront pas à cette guerre. Je pense que ce qu'ils font aide non seulement eux-mêmes, mais aussi les États-Unis et le monde entier. Oui, c'est ça, vous savez, les États-Unis. Je vais utiliser Mike Tyson comme une sorte de métaphore pour ce que sont devenus les États-Unis. Quand Mike Tyson était au début de sa carrière de poids lourd, un champion de boxe, mettant tout le monde KO, oui, il était fort, il était redoutable. Il était, vous savez, l'homme invincible. Récemment, vous savez, il a maintenant plus de 60 ans, ce qui, vous savez, peu importe dans quelle forme on est à 60 ans, on est plus qu'on était à 30 ou 40 ans. Vous le découvrirez. Et il a eu ce combat promotionnel contre un jeune influenceur d'environ 30 ans. Tyson a perdu. Les États-Unis, c'est un peu pareil. On pense qu'on est encore ce jeune de 20 ans, fort, en bonne santé, mais c'est plus le cas. Et maintenant, on se retrouve face à ces, appelons-les, ces pays plus jeunes, qui commencent à émerger après un long passé d'exploitation coloniale. Et la Chine a été humiliée pendant un siècle par les Britanniques. C'est incroyable. On se demande comment un petit pays comme le Royaume-Uni a pu prendre le contrôle d'un pays de la taille de la Chine. Eh bien, l'une des façons d'y parvenir, c'est de s'assurer que la population reste illettrée, qu'elle ne soit pas éduquée, qu'elle reste pauvre. C'est pareil pour l'Inde. Vous savez, l'histoire de l'Inde montre que le nombre de famines où des gens mouraient de faim a augmenté de façon spectaculaire lorsque les Britanniques la contrôlaient comme colonie. C'était quelque chose qu'auparavant, en Inde, ils n'avaient pas connu avec la même fréquence ou la même ampleur. Est-ce une coïncidence? Non, c'est ainsi que le système fonctionne. Et au fond, il s'agit de vouloir être aux commandes, de pouvoir dire aux autres quoi faire, et ou de permettre à d'autres, comme Israël, de tuer des civils sans rien faire pour l'arrêter. C'est pareil pour l'Iran, Larry. Le gouvernement britannique a occupé l'Iran en ce qui concerne le pétrole. L'Iran n'a jamais été colonisé par d'autres pays, mais il contrôlait le pétrole iranien. Et c'est une forme de baignouille. Ouais. Mossadegh. Ce que nous vivons avec l'Iran aujourd'hui, cette mèche a été allumée quand Kermit Roosevelt, le chef de station de la CIA travaillant avec les Britanniques, a orchestré le coup d'État qui a renversé Mossadegh et installé le Shah.
Cela a créé les conditions qui ont mené à l'ascension de l'ayatollah Khamenei et à la révolution islamique, où les chiites de toute la région ont enfin eu un guide spirituel au pouvoir. Ensuite, l'Occident a tout fait pour les diaboliser et les trahir, tu sais. On s'indigne. Tu vois, les Iraniens, ils scandent « mort à l'Amérique ». Mais regarde ce que l'Amérique leur a fait, bon sang. Si l'Iran nous avait fait ce que nous leur avons fait, on scanderait « mort à l'Iran ». Et devine quoi? On scande « mort à l'Iran ». On le fait juste de façon plus polie. On édulcore le message. Franchement, je déteste l'hypocrisie. Tu sais, c'est ce qui m'énerve le plus, l'hypocrisie de l'Occident, dossier après dossier. The hypocrisy of the West on issue after issue. Larry, Larry, il y a eu une réunion, je crois que c'était hier, à laquelle le chef d'état-major général russe, Valery Gerasimov, était présent. Gerasimov, oui. Gerasimov, yeah. Here is what he had. Gerasimov, oui. Voici ce que vous voyez derrière lui sur la photo. Vous voyez la photo que vous voyez derrière lui. Voici la vue d'ensemble, la carte de l'Ukraine. Sur cette photo, Odessa et Nikolaïev faisaient partie de la Russie. Oui, la Novorossia. Yeah. Novorossia. Et Kharkiv. N'oubliez pas Kharkiv. Yeah. Go up. Odessa, Nikolaev. Oui, montez Odessa, Nikolaïev, Petrov et entrez à Kharkiv. Oui. Et il semble que la Russie ait décidé à quoi ressemblera la future carte de l'Ukraine. Ils savent ce qu'ils veulent. Je ne sais pas s'ils en ont parlé, nous ne savons rien de la réunion récente. Mais que ressentez-vous par rapport à ce qui se passe sur le champ de bataille et à la façon dont la Russie perçoit le conflit? Il y avait un article qui circulait hier, publié sur Zero Hedge. Il disait que, eh bien, la Russie aurait pu gagner cette guerre beaucoup plus rapidement, mais il semble qu'ils soient plus intéressés à voir combien d'Ukrainiens ils peuvent tuer. Je me disais, oui, tu viens seulement de t'en rendre compte. Au départ, Vladimir Poutine a dit qu'ils avaient deux objectifs, démilitariser l'Ukraine et dénazifier l'Ukraine. Eh bien, comment démilitarise-t-on un pays? On détruit son armée. Et l'une des façons de détruire son armée, c'est de créer des situations où elle viendra attaquer et où l'on pourra les tuer. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui va continuer jusqu'au moment où l'Ukraine sera contrainte de signer un document de reddition. Appelons cela un Stalingrad inversé. De la même manière que les Soviétiques ont combattu les Allemands, les ont encerclés, affamés et les ont empêchés d'être ravitaillés, si bien qu'ils ont fini par manquer de nourriture et de munitions, ils ont dû se rendre. Ils ne pouvaient plus continuer à se battre. Eh bien, c'est là que cela mène. Vous savez, lorsque j'ai parlé il y a quelques mois, 3 mois, je crois maintenant, avec le général Vyshinsky, lors de notre première conversation, je lui ai posé la question directement. J'ai dit, vous savez, d'un point de vue purement tactique, pourquoi l'état-major général russe ne fait-il pas sauter tous les ponts sur le Dniepr? Parce que si vous les faites sauter, tout à coup, le principal moyen par lequel l'armée ukrainienne est ravitaillée, avec des trains transportant du matériel et du personnel vers les lignes de front, serait coupé. Et il a d'abord ri en disant « Je me posais la même question ». Mais ensuite, en discutant, il a dit que, vous savez, s'ils avaient fait cela au début de la guerre, cela aurait laissé l'armée ukrainienne en grande partie intacte. Ils auraient été principalement du côté ouest du fleuve, pas du côté est. Et cela signifiait donc que la menace russe, était toujours présente et allait probablement croître, puisque l'OTAN continuerait d'envoyer des conseillers, du matériel et des munitions. Ce que fait la Russie, c'est qu'elle a laissé ses ponts ouverts, et l'Ukraine continue d'envoyer du personnel dans la zone de combat, et la Russie les tue à un rythme très déséquilibré. Vous savez, lors du dernier échange de corps, on a vu 19 Russes morts, therefore, pour 1000 Ukrainiens morts. C'est un ratio de 50 pour 1.
That's a 50-to-1 ratio. But then people say, oh yeah, but you're missing out. Alors les gens disent, oh oui, mais ce que tu oublies, c'est que les Russes avancent. Donc les Ukrainiens ne peuvent pas récupérer tout leur corps. Tous les Russes morts. C'est comme tu entends ce que tu viens de dire. D'un côté, toi et l'Occident, dites que les Russes sont en train de perdre, qu'ils ne progressent pas. Mais ensuite ton excuse pour expliquer pourquoi il y a si peu de Russes morts à rendre, c'est parce que les Russes avancent si rapidement. Franchement, choisis une fichue version et tiens-toi-y. Ne prends pas les deux côtés du problème, comme si tu étais schizophrène. Donc, la réalité, c'est que la Russie est en train de détruire et d'user les Ukrainiens. Et cela va continuer. Poutine et Lavrov ont tous les deux dit il y a environ 2 mois que voilà, l'accord actuellement sur la table est le suivant. Reconnaître les 5 oblasts qui ont maintenant voté pour devenir partie intégrante de la Russie. Vous savez, Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia, Crimée. Acceptez-les comme territoire russe. Retirez vos forces. Restez en dehors de l'OTAN. Et ensuite, nous nous assiérons pour discuter et trouver un accord de paix qui protégera les droits des russophones et l'Église orthodoxe. Ce sont les 2 questions clés pour la Russie actuellement. Eh bien, l'Ukraine a rejeté cela. L'Occident a rejeté cela. Et Poutine et Lavrov ont dit, d'accord, le prochain accord sera le suivant. Partout où se trouvent les troupes russes, nous garderons aussi ces territoires. C'est pourquoi la Russie progresse actuellement régulièrement à Dnipro. Ils avancent aussi vers Kharkiv. Ils avancent vers Soumy. Et s'ils décident d'aller à Poltava, cela fera 4 autres régions qui rejoindront la Russie. Je pense que c'est la direction que cela prend, ainsi qu'Odessa dans le sud. Je pense que la Russie considère cette région allant d'Odessa et Mykolaïv jusqu'à Kharkiv. Il la voit comme la partie orientale de l'Ukraine, la région du Donbass d'autrefois. Vous vous souvenez qu'à Minsk II, en 2015, ils avaient demandé une certaine forme d'autonomie pour la région. Il semble que, pensez-vous que ce serait le cas pour la zone tampon dont vous parlez, ou bien la Russie veut-elle s'emparer de tout cela? Et je parle d'Odessa et Mykolaïv jusqu'à Kharkiv, comme d'une sorte de zone où ils chercheraient à obtenir une certaine autonomie dans un futur règlement. Oui. Eh bien, la Russie ne va pas prendre Dnipropetrovsk par la force, puis dire aux gens, c'est à nous, et tant pis si ça ne vous plaît pas. Ils vont en prendre le contrôle, rétablir l'ordre, puis laisser les gens voter. Voulez-vous continuer à rester avec l'Ukraine? D'accord. Voulez-vous devenir une partie de nous? D'accord. Voulez-vous être indépendant? D'accord. Je pense que les Russes sont sincères dans leur volonté de leur offrir ce genre de choix. Je ne pense pas que les habitants de ces républiques soient fous, et ils reconnaîtront qu'ils ne recevront pas le même type d'aide et de soutien de l'Occident que de la Russie. Et vous savez, une chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est la façon dont la Russie s'est lancée dans la reconstruction de ces villes qui ont été rasées. Et franchement, elles avaient l'air affreuses. Elles sont en train d'être reconstruites, modernisées et améliorées au passage. Vous savez, les Russes sont intelligents à cet égard. Et vous savez, l'Occident continue simplement à tout faire pour nous faire taire, en présentant la Russie comme, vous savez, au bout du rouleau. Ah, quelqu'un de nouveau vient de rejoindre la discussion. Someone new has joined. Paul est ici. Bienvenue, Paul. Thank you. Merci. Oui, je vais commencer à venir 1 heure plus tôt pour pouvoir écouter Larry aussi. Mais il faut absolument qu'on te trouve une nouvelle chemise. Oui, silence. Tu n'aimes pas mon t-shirt de bureau? Écoute, c'est un joli t-shirt, mais ce dont on parle, c'est d'en trouver un hawaïen ou un Tommy Bahama, quelque chose de tropical. Oui, j'ai un t-shirt hawaïen. Voilà.
Je me suis levé. J'étais sur le point de partir à la salle de sport pour m'entraîner, et je m'en suis souvenu. Je me suis dit, mince, Nima a encore frappé, et m'a déplacé de 14h30 à 11h. J'ai failli partir, Nima, et te laisser sans personne pour l'émission, parce qu'il nous faut un horaire fixe. We need to get a fixed time. Yeah. But yeah, we're gonna Oui, keep it at 11. mais oui, nous allons le maintenir à 11 heures, heure de l'Est. D'accord, ça perturbe ma journée de sport. Paul, Mais bon, I would Paul, je me demandais, quel est ton avis sur ce qui s'est passé lors du sommet de l'OCS? Voir la Russie, la Chine et l'Inde ensemble, dans quelle mesure ce qui s'est passé est-il le résultat de ce que Donald Trump a fait à l'Inde? Eh bien, je ne suis pas qualifié pour répondre. Give an answer. I'm not even paying that much attention to it because Nima. Je n'y prête même pas vraiment attention, parce que Nima et Larry, je pars simplement du principe que la partie montante du monde, la Russie, la Chine et l'Inde, va simplement continuer ses affaires, et que l'Occident va continuer à décliner. Je pense qu'ils ont tous décidé qu'ils n'avaient plus vraiment besoin de nous, et que nous ne sommes qu'un problème. Donc je suppose que les spéculations que l'on entend, selon lesquelles la Russie, la Chine et les autres mettent en place un nouvel ordre mondial, sont correctes. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Il me semble que c'est à cause des néoconservateurs américains que les États-Unis, et l'Europe aussi, ont totalement raté l'occasion de participer à ce nouvel ordre mondial en développement. Nous nous sommes tout simplement exclus nous-mêmes. Nous sommes donc exclus des opportunités de profit, des marchés et de la diplomatie qui permet de prendre des décisions qui changent le monde. Diplomacy that makes world-changing decisions. We've been excluded by. Nous avons tous été exclus par une poignée, une toute petite poignée, de néoconservateurs sionistes qui ont détourné la politique étrangère américaine lorsque l'Union soviétique s'est effondrée et qui en fait nous isolent du reste du monde. Donc, je pense que c'est essentiellement la situation. Je ne vois aucun moyen d'inverser la tendance. Il va simplement s'agir de l'ascension d'une autre partie du monde et du déclin de l'Occident, qui a été à l'avant-garde pendant des siècles. C'est juste mon avis. Eh bien, Paul, en fait, laisse-moi te poser une question, car ce que je vois se produire en ce moment, et j'aimerais que tu commentes là-dessus, est-ce aussi significatif que je le pense, qu'il y a 10 ans, lorsque la Chine achetait du pétrole à la Russie, les Chinois devaient se rendre sur les marchés internationaux et acheter des dollars. The Chinese would have to go onto the international markets. They'd purchase dollars. Those dollars would be transferred to Russian accounts, and the Russians would take the dollars. Ces dollars seraient transférés sur des comptes russes, et les Russes prendraient ces dollars. Peut-être les convertiraient-ils en roubles ou achèteraient-ils autre chose. Ce que nous voyons maintenant avec les BRICS, c'est qu'ils excluent le dollar américain de ces transactions. Cela se traduit-il donc par une diminution mondiale de la demande de dollars américains? Et cela contribue-t-il à la chute du dollar en termes de valeur? Oh, certainement, bien sûr, oui. Vous voyez, la puissance des États-Unis, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a principalement reposé sur le fait que le dollar est la monnaie de réserve mondiale. Lorsque votre monnaie est la monnaie de réserve mondiale, cela signifie que votre dette nationale, constitue les réserves des banques centrales du monde entier. C'est pourquoi il n'y a jamais eu de problème avec la dette américaine, malgré tous les avertissements. Je veux dire, David Stockman en parle depuis un demi-siècle. La dette américaine n'a jamais posé de problème de financement, car à mesure qu'elle augmentait, cela signifiait simplement que les réserves du système bancaire mondial augmentaient aussi. Tout le monde était content. Ils avaient plus de réserves. Ils pouvaient prêter davantage, accorder plus de crédit. Donc, quand vous perdez ce rôle, comment financez-vous votre dette? Si le monde ne veut plus détenir votre dette en dollars comme réserve, comment la financez-vous? Et c'est le problème que les États-Unis se sont eux-mêmes créés en utilisant le dollar comme arme à travers les sanctions. C'était insensé. C'est vraiment insensé. On se demande s'il y a la moindre intelligence au sein du gouvernement américain
ou dans la profession économique. On aurait pu s'attendre à ce que tous les économistes disent « Eh, ne faites pas ça ». You would have expected all the economists to say, hey, don't do this. You're going to undermine your whole power base. Vous allez saper toute votre base de pouvoir. So Et comment allez-vous financer votre dette? Voilà la véritable question sérieuse. La seule façon dont notre dette pourrait réellement poser problème, tant que nous restons la monnaie de réserve mondiale, ce serait à cause des intérêts. La dette pourrait devenir énorme parce qu'elle constitue les réserves du système bancaire mondial. Je veux dire, la Chine détenait 1000 milliards de dollars en bons du Trésor américain. C'était leur réserve bancaire. Eh bien, on peut imaginer tous ces pays détenant d'énormes montants parce que c'était la monnaie des transactions internationales, pas seulement pour payer le pétrole, mais aussi pour régler tous les déséquilibres de la balance commerciale. Cela aurait donc pu devenir si important qu'il y aurait un problème pour payer les intérêts. it could have grown so large that there'd be a problem of paying the interest. It could end up equal. Cela pourrait finir par dépasser l'ensemble du budget. On the other hand, I'm D'un autre côté, je n'y ai jamais vraiment réfléchi, Larry et Nima. impossible for the Federal Reserve. Il aurait peut-être été possible que la Réserve fédérale se contente d'imprimer de l'argent et de payer les intérêts. Cela n'aurait rien fait d'autre qu'augmenter encore les réserves bancaires. Maintenant, il est possible qu'un inconvénient à terme soit que les réserves bancaires mondiales deviennent si énormes et que toutes les banques du monde puissent créer tellement d'argent et de crédit qu'il en résulterait une inflation mondiale massive. C'est possible. Je n'y ai tout simplement jamais beaucoup pensé. Mais j'ai souligné pendant de très nombreuses années que l'arme du dollar détruisait son rôle, dont dépendait notre capacité à financer notre dette. On which our ability to finance our debt depended. Larry, you ask a very important question. Larry, in my opinion. tu poses une Donald question Trump très started importante à mon avis parce que Donald Trump en parlait avant d'être élu. Mais les politiques qu'il mène actuellement sont totalement à l'opposé. Qu'est-ce que cela signifie? Nous avons entendu Lutnick dire que plus de 87% des revenus de Lockheed Martin proviennent du gouvernement. Comment cela influence-t-il les décisions à Washington? How is that influencing the decisions in Washington? Well, you know, and I think I'd be curious. Eh bien, what Paul thinks vous savez, about this as well. et je serais curieux de savoir ce que Paul en pense aussi. I'm part of a Ce que j'ai constaté, vous savez, je participe à un appel Zoom hebdomadaire avec, si je vous énumérais les noms des personnes présentes, quiconque travaille dans la finance reconnaîtrait certains de ces gens comme des leaders ou des commentateurs majeurs sur les chaînes financières. C'est que la combinaison d'arrogance et d'aveuglement est stupéfiante. Ils se sont convaincus qu'on est tellement formidable, tellement puissant, que ces autres petits pays insignifiants ne peuvent pas vivre sans nous. C'est tout simplement absurde. Et je ne cesse de répéter que le bus dévale la pente et qu'il va nous percuter et qu'on va se faire écraser. Et ensuite, vous allez demander d'où il sortait, ce fichu bus. Donc vous savez, les États-Unis sont tellement occupés à se regarder dans le miroir, à se dire « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle ». Et on n'aime pas entendre ce que le miroir a à répondre. And we don't like to hear what the mirror has to say back. Paul, allez-y. Qu'en pensez-vous? Oh, I agree with Larry. He nailed it. Oh, je suis d'accord avec Larry. Il a parfaitement résumé la situation. Vas-y, Paul. Nous vivons de plus en plus dans l'irréalité. Les États-Unis, tous, dans tous les domaines, pas seulement le gouvernement et les responsables de la politique étrangère, mais chaque aspect. Les associations médicales, les universités, toutes les sociétés professionnelles, les gens ordinaires, le divertissement, le sport, ils sont tellement éloignés de la réalité qu'ils ne peuvent plus s'y connecter. Et donc, ils ne verront pas le bus dont parlait Larry. Celui-là est réel. Il est en dehors de leur champ de vision. Hey, Nima, je vais devoir vous laisser, mais j'ai apprécié la discussion avec Paul. Passez une excellente conversation. Chance to chat with Paul, and you guys have a great conversation. Oui, merci Larry. Take care. Prends soin de toi, au revoir. Au revoir, prends soin de toi.
Let me just. Laissez-moi, je perds partie d'ici. Tu devrais nous inviter deux en même temps F1 d'ici au Nema. Yeah, exactly. And Paul, Oui, exactement. Et Paul, ma question à laquelle Larry a essayé de répondre d'une certaine manière, c'est comment se fait-il que des entreprises comme Lockheed Martin et d'autres fabricants d'armes semblent avoir autant d'influence sur l'administration Trump? Est-ce pour cela qu'ils n'ont pas réussi à changer la politique envers la Russie jusqu'à présent? Comment voyez-vous cela? How do you see that? Well, Eisenhower told us back Eh bien, in 1961. Eisenhower nous en a parlé en 1961. Il a dit, écoutez, d'habitude après une guerre, on démobilise et le complexe militaro-sécuritaire retourne à la production de biens de consommation. Mais la menace soviétique nous a laissés avec ce complexe militaro-sécuritaire et il devient de plus en plus puissant. Et il nous a averti que nous pouvions perdre la démocratie face à ce pouvoir. Eh bien, 1961, ça fait 40, 50, 60, 64 ans, ou quelque chose comme ça. C'était il y a longtemps, 64 ans. Donc rien n'a jamais été fait à ce sujet. Et le complexe militaro-sécuritaire, ils ont dans presque chacun des 50 États, soit une base militaire, soit un fabricant d'armement. Ils ont donc une forte présence économique dans tous les États. Donc les gouverneurs sont avec eux. Tous les représentants et sénateurs de ces États sont avec eux. All the representatives and senators from those states are with them. They have campaign contributions. Ils ont des contributions de campagne qu'ils distribuent. On ne peut pas s'opposer à eux. C'est comme le lobby israélien. On ne peut pas s'opposer au lobby israélien et rester en fonction. Et on ne peut pas s'opposer au complexe militaro-sécuritaire et rester en fonction. Donc, quand vous leur dites que vous allez faire la paix, surtout si c'est avec leur principal ennemi, ils ne vous laisseront pas faire, parce que si vous éliminez l'ennemi, leur marché disparaît, ainsi que tous leurs profits, leur importance, les dépassements de coûts et l'absence de responsabilité des agences de sécurité. S'il n'y a plus de menaces russes, de menaces chinoises, de menaces iraniennes ou de menaces terroristes, alors leurs opérations secrètes, assassinats et changements de régime attirent davantage l'attention. Et donc, ils ne le toléreront tout simplement pas. And so they simply won't stand for it. This I've pointed out over and over, I think. We probably J'ai souligné à maintes reprises, je pense, et nous en avons probablement déjà parlé, que c'est à cela que Trump est confronté. Il fait face au complexe militaro-sécuritaire en leur disant qu'il va leur retirer leurs ennemis. Eh bien, c'est ce qui lui a causé des problèmes lors de son premier mandat. C'est ce qui a donné naissance au Russia Gate. Il avait dit qu'il allait normaliser les relations avec la Russie. Et eux ont répondu, c'est ce que tu crois. Et clairement, on ne lui a pas permis. On l'a forcé à abandonner cette idée. Ensuite, pour lui donner une leçon, pour les 8 années suivantes, ils ont essayé de le poursuivre pour des délits partagés avec Poutine et pour avoir tenté de voler l'élection. Il a eu 4 poursuites pénales, toute une série de poursuites civiles. Donc c'est le complexe militaro-sécuritaire qui apprend au président qu'il n'a pas le dernier mot sur ce genre de décision. the president that he doesn't call those kinds of shots. He's not allowed to take away their enemies. Il n'a pas le droit d'éliminer leurs ennemis. Talks about Nous voyons encore leur discours sur l'ouverture d'enquête et la poursuite de Merrick Garland, de Comey, de John Brennan et des autres qui ont participé à l'orchestration du Russia Gate. Et bien sûr, ils devraient inclure tous les rédacteurs en chef et journalistes des médias sensationnalistes, car ils en faisaient aussi partie. Tout cela était une mise en scène pour détruire un homme qui représentait une menace pour le complexe militaro-sécuritaire, parce qu'il voulait normaliser les relations avec la Russie. Cela signifiait la fin des ennemis russes, un énorme manque à gagner pour le complexe militaro-sécuritaire. Voilà la situation. Il est toujours dans cette situation. that's the situation. He's still in that situation.
Paul, I have you. Okay, you're back again. Très bien, So je vous entends. D'accord, vous êtes de retour. which is why I think Oui, donc il est toujours dans cette situation. C'est pourquoi je pense qu'il essaie de conclure un accord concernant la situation en Ukraine afin que nous en sortions sans provoquer de pertes commerciales pour le complexe militaro-industriel américain. Voilà tout l'enjeu des négociations. Faire en sorte que l'Europe poursuive la guerre en achetant nos armes. Ainsi, au lieu que le contribuable américain paye le complexe militaro-industriel et que les États-Unis restent impliqués dans le conflit, en fournissant des informations de ciblage et du renseignement, nous nous retirerions et l'Europe aurait la responsabilité de poursuivre la guerre. Et elle pourrait le faire en utilisant son argent pour acheter nos armes. they would be able to do that by using their money to purchase our weapons, so the military security complex wouldn't lose, and therefore Ainsi, le complexe militaro-sécuritaire ne perdrait pas et ne se retournerait donc pas contre Trump en lui infligeant un autre Russiagate ou un assassinat ou quoi que ce soit d'autre qu'il serait enclin à faire. Je pense donc que c'est la raison de son retrait. of course it also fits Et bien sûr, cela correspond aussi à l'idée que les États-Unis ont décidé de séquencer leur guerre et de ne pas se retrouver dans une situation où ils combattraient la Russie, fighting Russia and Iran and l'Iran et la Chine en même temps. Vous savez, nous ne savons toujours pas si Netanyahou va demander à Trump de détruire encore un autre pays musulman du Moyen-Orient pour Israël. Et nous ne savons pas non plus quelles absurdités les néoconservateurs pourraient préparer pour provoquer des problèmes avec la Chine. the neoconservatives may be up to in causing trouble with China. Who's Europe? De quelle Europe parles-tu, Paul? You're talking about Tu parles seulement du Royaume-Uni avec la France et l'Allemagne, ou bien de tous les pays européens? European countries. Yeah, all of the EU, Oui, tous les pays de l'Union, ce qu'on appelle l'Union européenne. Ce n'est pas seulement l'Europe de l'Ouest, vous savez, c'est aussi l'Europe de l'Est. Les Polonais sont très anti-russes. Les pays baltes, là-haut, la Moldavie, très anti-russes. Donc vous avez une union de l'ancien empire d'Europe de l'Est, de la Russie, de l'Union soviétique, est maintenant aligné avec nous. Vous savez, le pacte de Varsovie a disparu avec l'Union soviétique et ils ont rejoint l'OTAN. Mais vous voyez, ce sont des pays très fragiles, très fragiles. Les pays d'Europe de l'Ouest, aucun d'eux n'a le soutien du peuple. Ce sont tous des gouvernements minoritaires. none of them have the support of the people. They're all minority governments. And some of the eastern Et certains des pays de l'Est, à l'exception de la Hongrie, sont en difficulté. Dès le début, la femme qui est présidente, ou peu importe son titre, elle court partout et arrête toute l'opposition. Donc, l'idée que ce sont des démocraties est ridicule. Et les gouvernements semblent négliger les intérêts de leur propre peuple, tout en protégeant les envahisseurs immigrés. C'est la situation actuelle en Angleterre. C'est devenu absurde. Un citoyen britannique, qui brandit le drapeau britannique, se fait arrêter. C'est la dernière nouvelle aujourd'hui. Une jeune fille accroche un drapeau britannique au balcon d'un bâtiment public, et la police arrive, la malmène, l'arrête et l'emmène en emportant le drapeau. On ne peut même plus l'exhiber. take the flag away, so you can't Paul. even fly. Sorry for interrupting you, but when you talk Désolé de vous about interrompre. Europe, Mais lorsque vous parlez du financement par l'Europe, de ce qui se passe, financer et aider l'Ukraine, acheter des armes pour l'Ukraine, qui va payer pour cela? Comment jugez-vous l'économie européenne? Sont-ils capables de le faire, ou bien sont-ils d'une certaine manière dans l'illusion quant à leur puissance économique? their economic power? Well, they can pay for it. They just can't pay for Eh bien, something else. ils peuvent le financer. Ils ne peuvent simplement pas financer autre chose. Donc, autre chose serait supprimée. Ou alors ils le financeraient d'une manière inflationniste. Je ne pense pas que cela préoccupe Trump. Ce qui préoccupe Trump, c'est, je crois, de vouloir nous en sortir, parce qu'il s'attend à ce que nous ayons une autre mission de guerre, et que gérer trop de guerres en même temps n'est pas la bonne solution. Écoutez, s'il est en guerre contre l'Iran et la Russie en même temps, comment peut-il prétendre être un artisan de la paix? Ou comment peut-il briguer le prix Nobel de la paix? Donc, clairement,
Il pense simplement à séquencer les guerres, à les transmettre à quelqu'un d'autre. Et c'est difficile à faire, comme je viens de l'expliquer, à cause du complexe militaro-industriel. Il doit s'en sortir sans nuire à leur profit. He has to get out of it without hurting their profits. So he's just trying to dump all of that. Donc il essaye simplement de refiler tout cela aux Européens. Je ne comprends pas pourquoi les Européens tiennent à poursuivre la guerre en Ukraine. Je ne sais pas. C'est peut-être du théâtre politique. Vous savez, je ne comprends tout simplement pas pourquoi. Ou alors ils pensent peut-être que bon, si nous finançons la guerre, alors nous recevrons toutes les subventions, pots de vin et avantages que les Américains obtiennent du complexe militaro-sécuritaire. Cette fois, ce sera pour nous. Et il se peut bien que tous les dirigeants européens s'imaginent qu'ils vont toucher des millions et des millions en pots de vin et avantages et profiter d'une retraite confortable. Cela pourrait être aussi simple que cela. Les dirigeants européens, si c'est ce qu'ils pensent, ne vont pas se soucier de ce que les citoyens de leur pays devront sacrifier pour financer la guerre. Paul, je pense que l'un des plus grands problèmes, comme tu l'as mentionné, avec la politique étrangère des États-Unis, c'est le complexe militaro-industriel. Mais combien de temps peuvent-ils continuer avec ce genre d'état d'esprit? Parce que c'est un piège. C'est un énorme piège pour la politique étrangère américaine. S'ils continuent ainsi, la Russie et la Chine n'ont rien à faire. La Russie n'a rien à faire. Les États-Unis sont en train de s'autodétruire. Et regarde l'Inde aujourd'hui. Regarde le Brésil aujourd'hui. Il ne s'agit pas de l'Inde et du Brésil qui s'opposent aux États-Unis. Il s'agit de la manière dont les États-Unis se comportent envers ces pays. C'est exact. Tout à fait exact, Nima. Et je pense que si tu demandes comment cela est possible, souviens-toi que Larry vient de dire que c'est de l'arrogance. Ils se regardent dans le miroir et se disent « Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle de toutes. » Donc, c'est un manque de lucidité. C'est l'irréalité dans laquelle vit tout l'Occident. Il est de plus en plus déconnecté des événements réels. Et tu as tout à fait raison. Le Brésil et l'Inde n'ont pas décidé d'être agressifs envers nous. C'est nous qui sommes la source de l'agression envers eux, menaces et tout le reste. Cela facilite donc la tâche à la Russie et aux BRICS. Il se peut très bien qu'un pays qui se considère comme hégémonique et cela, bien sûr, ne concerne pas seulement les 30 années durant lesquelles les néoconservateurs ont dirigé la politique étrangère américaine. C'est long pour endoctriner les gens dans une attitude hégémonique. Mais cela dure depuis des décennies avant cela. Vous savez, les libéraux américains, ils croyaient tous que nous étions exceptionnels. Nous sommes un peuple exceptionnel, un pays exceptionnel. Et cela nous donnait des privilèges particuliers et un rôle de leader dans le monde. Donc la base de l'hégémonie néoconservatrice était déjà là. Elle existait depuis des décennies. Et Wolfowitz l'a simplement formulée en quelques mots très concis pour la résumer. Voilà, je pense, la situation. Paul, que diriez-vous à l'administration Trump si elle vous demandait quelle serait la solution pour gérer la Chine, l'Iran et la Russie? Quel est le point principal que vous voudriez qu'ils prennent en compte concernant la question principale? Eh bien, le principal problème, c'est que toute cette hostilité américaine envers les autres nous exclut de toutes les affaires. Cela ne se limite pas à réduire l'influence du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale, ce qui finira par rendre impossible le financement de ce déficit massif ou de la dette nationale. Cela nous empêche également d'avoir les liens nécessaires pour faire partie de ce nouvel ordre économique émergent à l'Est et apparemment au Sud. Nous nous excluons donc nous-mêmes du type de développement économique le plus récent,
le plus fort et le plus vaste. newest and most strong and far-reaching kind of economic development. We're mired at home. We're stuck with your Nous sommes embourbés chez nous, nous sommes coincés avec l'Europe, economies. et ce ne sont pas des économies viables. Donc je dirais que, si j'étais Trump, j'essaierais de trouver des Américains qui en sont conscients, et je commencerais à faire venir des sénateurs, des membres du Congrès, des décideurs politiques, des professeurs, des journalistes, pour leur expliquer que nous sommes en train de nous éliminer du monde en développement, qu'un nouveau monde est en train de se former, et que c'est de notre faute. Nous les avons repoussés avec des menaces, des sanctions et des guerres, et nous nous sommes exclus nous-mêmes. Et cela ne fonctionne pas pour nous. Cela fonctionne à court terme pour le complexe militaro-sécuritaire et pour le lobby israélien. And for the Israel lobby, but it doesn't work for us at all. Mais cela ne fonctionne pas du tout pour nous. Et à long terme, cela nous détruit parce que nous sommes tout simplement exclus. C'est ce que je ferais si j'étais Trump. Je commencerais simplement à organiser ces réunions. Et je ne sais pas si cela aurait le moindre effet. Vous savez, la population américaine est très insouciante. C'est un mot que j'utilise souvent. Cela signifie qu'ils sont tout simplement désinvoltes, pas impliqués. Ils sont négligents. Et même s'ils ne l'étaient pas, il n'est pas évident pour moi que la population américaine ait son mot à dire sur quoi que ce soit. Ils peuvent élire des gens, mais ces gens ne sont pas contrôlés par ceux qui les élisent. Ils sont contrôlés par ceux qui les financent. Et ce sont ces intérêts particuliers qui gouvernent réellement. And those are the special interests that actually rule. Something bigger than that is going on with the foreign policy. Il se passe quelque chose de plus important en matière de politique étrangère. Je veux rester concentré là-dessus. Que se passe-t-il? Les personnes qui ont voté pour Donald Trump voulaient mettre fin au conflit en Ukraine. Ils voulaient qu'on fasse quelque chose concernant la situation au Moyen-Orient, le cas des Palestiniens. Et Donald Trump n'a rien fait. Jusqu'à présent, nous n'avons aucun résultat, et la guerre en Ukraine ne prend pas fin. La situation au Moyen-Orient empire. Israël a attaqué le Yémen et tué le Premier ministre ainsi que des membres de son cabinet. Et nous voyons Donald Trump se tourner vers le Venezuela. Que signifie tout cela? Que veulent-ils du Venezuela? What do they want from Venezuela? Well, it's what I've been talking about. Eh bien, c'est ce dont je parle depuis le début. C'est le complexe militaro-sécuritaire. C'est le lobby israélien. Trump ne peut rien faire concernant la Palestine sans s'opposer au lobby israélien. Il ne peut pas dire que la guerre en Ukraine est terminée, que nous ne la finançons plus, que nous n'y participons plus, que nous sommes rentrés chez nous. Le complexe militaro-sécuritaire est trop puissant. Il ne peut pas faire ça. Tous les présidents qui ont essayé de limiter le pouvoir du complexe militaro-sécuritaire en faisant la paix avec les ennemis. Kennedy a été abattu. Nixon a été détruit avec le Watergate, qui était un complot organisé par la CIA pour se débarrasser de lui, parce qu'il signait toutes sortes d'accords de contrôle des armements avec les soviétiques. Il avait ouvert la Chine, donc ils perdaient un autre ennemi qu'ils espéraient voir grandir de plus en plus. On ne peut pas tous les affronter. Ils se débarrassent de vous. Voilà le problème. So this is the trouble. This is why C'est pourquoi je suis tellement préoccupé par le risque que nous finissions dans une guerre nucléaire. Parce qu'on ne peut tout simplement pas. Le président des États-Unis n'est pas assez puissant pour normaliser les relations avec les ennemis, car cela va à l'encontre des intérêts du complexe militaro-sécuritaire. Il n'y a pas seulement tous les fabricants d'armements privés et toutes les bases et exigences du Pentagone. Il y a aussi les agences de sécurité. Vous savez, il y a la CIA, la NSA, la Defense Intelligence Agency. Au total, il y a 15 ou 16, peut-être plus, de ces agences. Vous savez, il y en a une au département d'État. Ce sont donc des pouvoirs institutionnalisés. C'est un vrai pouvoir, institutionnalisé. Regardez toutes les difficultés que rencontre l'administration Trump, rien que pour renvoyer des personnes qui doivent l'être. À chaque fois, c'est un problème majeur.
Donc, l'idée que les autorités élues sont puissantes est fausse. Powerful is wrong. They are dependent on the campaign contributions. Ils dépendent des contributions de campagne, et par conséquent, ils sont au service de ceux qui font ces contributions. And they are in service to those Et ils sont au service de ceux qui peuvent contrôler leur image dans les médias, leurs personas who can describe et les personnes qui peuvent les décrire. Et une fois que vous avez une mauvaise description, vous êtes fini. Vous savez, les médias pourraient transformer n'importe quel membre de la Chambre, du Sénat, ou même le président en pédophile simplement en le répétant. Ou ils pourraient les faire passer pour quelqu'un qui a tué pour arriver au sommet, simplement en le répétant. Et les personnes qui contesteraient cela seraient diabolisées pour avoir protégé un criminel. C'est la véritable façon, la vraie façon dont le système fonctionne. Et il est difficile pour les gens de comprendre cela et de l'accepter. Ils n'aiment sauf que l'inab d'être dans une position aussi vulnérable. C'est effrayant. It's scary. Thank you so much, Paul. Merci beaucoup, Paul, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. As always. Yes. Oui, nous allons maintenir l'heure à 11 heures, d'accord? All right. Yaimus réel. I'm gonna Badge Boys. D'accord. see you soon. Bye bye. Au revoir.